Il est 8h17, le petit déjeuner politique. Ce matin, c'est Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et chargée de l'éducation prioritaire. Oui, bonjour Nathalie Elimas. Bonjour. Les restrictions pour les enfants face au Covid, la réaction aussi aux annonces de Zemmour sur l'école, l'assimilation, la campagne. Valérie Pécresse c'est 17%. Vous connaissez bien Valérie Pécresse, puisque vous avez été au Conseil régional Île-de-France également. Invité au second tour de la présidentielle, selon un sondage. Donc ce matin, autant de sujets que nous allons aborder, mais commençons par les annonces de Jean Castex. Outre les petits événements festifs au boulot, au travail, ainsi que les discothèques, le Premier ministre a ciblé les écoles, port du masque repris dans les cours de récré, les sports de contact limité, réorganisation aussi dans les cantines. Dans les cantines scolaires. Quels sont les éléments qui ont poussé à prendre ces décisions ? Et comme d'habitude, c'est la situation sanitaire, c'est la circulation du virus, le nombre de cas de Français contaminés quotidiennement. Tous ces éléments, on les observe depuis des mois. Ça fait quand même bientôt 2 ans que le virus circule dans notre pays et d'ailleurs partout dans le monde. Et on ne cesse de s'adapter. Pour l'école en particulier, on a des protocoles sanitaires de 4 niveaux. Et en fonction de l'état sanitaire du pays, eh bien, nous les adaptons dans les écoles parce que ce qui se passe dans nos écoles, c'est le miroir de ce qui se passe dans la société. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la 5e vague. Il faut donc prendre des mesures à l'école pour faire ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire protéger nos personnels et protéger nos élèves. Parce qu'il y a une explosion des cas près des enfants dans les écoles, c'est ça ou Il pas ? n'y a pas une explosion des cas. Aujourd'hui, on a une photographie qui est plus précise. Pourquoi ? Parce que l'on a changé de doctrine. Vous savez, jusqu'à maintenant et depuis la rentrée, on disait en école élémentaire, dès lors qu'il y a un cas positif, on ferme la classe. Tout récemment, on a adapté cette doctrine en disant, dès lors qu'il y a un cas positif dans une classe, nous demandons aux familles de faire tester leur enfant. Et donc, assez naturellement, plus on cherche, plus on trouve. Et donc, effectivement, on a un taux d'incidence aujourd'hui qui est élevé chez les 6-11 ans. Pourquoi ? Parce que l'on regarde précisément ce qui se passe, parce que l'on cherche. Voilà, donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Donc, effectivement, on adapte le protocole. On passe à un protocole de niveau 3 où désormais, outre le masque dans les lieux fermés, les enfants porteront également le masque en récréation. On a des mesures, bien sûr, sur la pratique sportive. Ça sert à quoi le masque en cours de récré ? Parce que le masque à l'extérieur, ça sert à quelque chose ? Eh bien, écoutez, dès lors... Alors là, franchement, rien de nouveau sous le soleil, pardon de le dire comme ça, mais dès qu'on est en extérieur, effectivement, quand le virus circule moins, on peut enlever le masque. Dès qu'il y a une circulation active du virus, on se protège au maximum, comme on va remettre en place ces protocoles très précis dans les restaurations scolaires, où les élèves, chaque jour, déjeuneront à la même table, avec la distanciation sociale qui va bien, pour éviter, encore une fois, la contamination, puisque bien sûr, quand on déjeune, on enlève le masque. Oui, Nathalie Elimas, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc il y a des critiques dans un sens ou dans un autre. Par exemple, le syndicat, le SNU-IPP, trouve que les mesures ne sont pas assez fortes. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je les connais bien, les syndicats, vous savez, au secrétariat d'État. Depuis que je suis arrivée il y a une quinzaine de mois, on a fait environ 48 audiences. Donc, je suis dans un dialogue social permanent avec les syndicats. Y a-t-il une bonne mesure ? Si on avait la bonne mesure, croyez-moi, on l'aurait appliquée. Donc, tout ce que l'on fait jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est peut-être pas la bonne mesure, mais en tout cas, ça fonctionne. L'année scolaire dernière, la France a fermé ses établissements seulement 4 semaines, donc 2 semaines de congés scolaires. Quand on regarde le résultat des évaluation nationale entre le premier confinement et aujourd'hui, parce que nous avons pris ces mesures, parce que nous avons laissé les écoles ouvertes, nous avons résorbé les écarts. Et puis on peut regarder ce qui se fait chez nos voisins, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir en Allemagne, ils ont fermé les écoles une vingtaine de semaines et aujourd'hui ils se disent que finalement le modèle français est bon et ils sont en train de l'appliquer. Donc nos mesures ne doivent pas être aussi mauvaises que ça. Nathalie Elimas, alors parce que certains disaient, est-ce qu'il ne faut pas, disons, avancer un peu les vacances scolaires ? Là, il n'en est pas question. Ou est-ce que en fonction de la situation dans les prochains jours, ça peut évoluer? C'est pas ce qui a été décidé hier au Conseil de défense. Normalement, il devrait maintenant y avoir, comme c'est le cas quand on est dans un pic épidémique, un Conseil de défense chaque semaine justement pour adapter les mesures, les dispositions au fil de l'eau et au fur et à mesure. Donc hier, il n'a pas été décidé d'avancer les vacances scolaires.
On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Je ne suis pas devin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les mesures sont prises graduellement. Elles pourront être, comme on l'a fait précédemment, territorialisées. Encore une fois, il s'agit de protéger. Je m'adresse à vous en tant que secrétaire d'État à l'Éducation nationale. Il s'agit d'abord et avant tout de protéger nos élèves et nos personnels et de maintenir cette continuité pédagogique absolument indispensable, en particulier aux élèves les plus fragiles. Alors c'est ça. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire dans les zones d'éducation prioritaire ? Vous voulez dire en matière sanitaire ? Oui, c'est ça. Je puis déteste, par rapport à la vaccination. Je suis très vigilante là-dessus. Il n'y a pas à stigmatiser l'éducation prioritaire et dire que la situation est plus complexe parce qu'on est en éducation prioritaire. Attendez, Nathalie Elimas, il n'y a pas à stigmatiser. Cela dit, il y a bien un secrétariat d'État chargé de l'éducation prioritaire. Absolument, donc ça veut dire que c'est une plus. Donc on ne stigmatise pas en vous posant la question. Pardon, mais quand on me dit qu'en REP ou en REP+, ou dans les quartiers, sinon, il y aurait une contamination plus qu'il y en a ailleurs. Non, mon secrétariat d'État, il est là pour quoi ? Il est là pour lutter contre les inégalités éducatives, sociales et territoriales. Donc sur votre question précisément, la question sanitaire, il n'y a pas plus de contamination parce qu'on est en REP ou parce qu'on n'est pas hors REP. Il y a des fragilités. Et pour répondre à ces fragilités, nous déployons des mesures que l'on appelle des mesures d'aller vers, notamment ces centres de vaccination mobiles, pour permettre au plus grand nombre de se faire vacciner. Ça, oui. Dire qu'il y a plus de contamination parce qu'on est en REP, ça, non. Bon, d'accord. Mais donc, il y a une pression supplémentaire ou pas ? Vous n'avez pas répondu à la question. Il n'y a pas de pression supplémentaire. Sauf que vous m'avez dit, oui, il faut qu'on aille vers. Donc, ça veut dire que vous allez plus dans ces zones. C'est tout. Mais dans ces quartiers, bien sûr, mais dans ces quartiers, ou pas que dans les quartiers d'ailleurs, parce que l'éducation prioritaire, c'est aussi les territoires enclavés, c'est aussi la ruralité. Et donc, quand on est plus éloigné des centres de vaccination, c'est normal qu'on aille vers les populations pour leur permettre de se faire vacciner, tout simplement. Qu'en est-il de la vaccination des 5-11 ans, Nathalie Elimas ? Alors, bonne question, puisque, et là je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de répondre à cette question, parce que c'est un sujet complexe. Je l'ai vu quand j'étais parlementaire, déjà quand il s'est agi donc de rendre la vaccination obligatoire. Vous savez, les 11 vaccins. Il y a déjà eu un gros et long débat sur cette question-là, parce qu'il s'agit de nos enfants. Aujourd'hui, ce que nous dit la Haute Autorité de Santé, c'est qu'effectivement, on va pouvoir ouvrir la vaccination à ces enfants de 5 à 11 ans qui sont fragiles, qui ont une santé fragile. C'est donc environ 360 000 élèves, enfants, qui vont pouvoir en bénéficier. Ça n'est pas obligatoire, c'est une vaccination qui va être proposée et les familles disposeront, elles feront vacciner leur enfant si elles le souhaitent ou pas, mais toujours vraiment de façon extrêmement encadrée. Mais et nous ne faisons pas un pas sans avoir évidemment la validation des experts et de la Haute Autorité de Santé. Mais qui va cibler, qui va aller vers ces familles ? C'est dans les écoles ? Comment ça se passe ? Alors, il y aura de la communication et de l'information, bien sûr, dans les écoles, mais il n'y aura pas de vaccination des enfants dans les écoles. Ça se fera à l'extérieur, dans des centres, chez les pharmaciens, comme c'est le cas, ou en médecine, comme c'est le cas aujourd'hui. Il va y avoir de l'information à destination des familles qui savent évidemment mieux que personne si leur enfant est fragile et qui pourront décider ou pas de faire vacciner leur enfant. Bon, pas de purificateur d'air généralisé dans les écoles, Nathalie Elimas, parce qu'on l'a beaucoup évoqué. Pas de purificateur d'air généralisé dans les écoles. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas utile partout, parce que la meilleure façon de ventiler une pièce, c'est encore d'ouvrir la classe. C'est ce que font les professeurs. Vous le savez, j'ai été professeur un temps dans ma vie, et bien pendant les interclasses, pendant les temps de récréation, on ouvre les classes, on ouvre les salles de classe, on l'a fait, on continue à le faire. Les purificateurs d'air, c'est pas forcément utile partout et ils sont pas forcément tous de même qualité. Il suffit d'aller voir sur la page du ministère de la Santé pour voir que certains filtres sont moins bons que d'autres et finalement stockent du virus. Donc c'est extrêmement variable. Et enfin, je rappelle, parce que bien sûr l'école peut et doit beaucoup, l'État peut et doit beaucoup, mais pour la question des purificateurs d'air, c'est à la main des collectivités. Ce sont les mairies qui décident ou pas d'installer les purificateurs d'air. En tout cas pour le primaire. Primaire, en école élémentaire. Le collège, ce sont les départements et pour les lycées, ce sont les régions. Bon, d'accord. Bon, il y a des endroits où on ne peut pas ouvrir les fenêtres aussi, vous le savez, en fait, dans certains établissements. Dans ce cas-là, effectivement, avoir un purificateur d'air, c'est pertinent. Oui, Éric Zemmour, dimanche dans son meeting, Nathalie Elimas vous a reproché, ainsi que vos prédécesseurs, c'est pas uniquement à vous, d'échouer sur l'école de l'assimilation. Nous referons, dit-il, l'instrument de l'assimilation à la française. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il a parlé de ça pour la rentrée prochaine. Ouais, alors bon, moi je veux bien vous dire ce qui va se passer à la rentrée prochaine de façon assez précise parce que donc j'y travaille. D'abord, à la rentrée prochaine, on aura fini de dédouaner
dédoublé les classes. On a dédoublé les classes de CP et de CE1. On va avoir achevé de dédoubler les classes de grande section pour consolider, renforcer les fondamentaux de nos élèves. On continuera à travailler avec eux sur les valeurs de la République. On continuera à aller vers plus de création et plus d'innovation. À la rentrée prochaine, par exemple, eh bien, à Marseille, on va appliquer le plan Marseille tel qu'il est voulu par le président de la République. Donc, à la rentrée prochaine, on sera toujours vers plus d'exemplarité. On ira toujours plus vers plus d'innovation, pardon. Moi, je ne crois pas qu'à l'école, il faille parler d'assimilation, mais moi, je parle à l'école d'égalité des chances. Mais pourquoi pas assimilation à l'école? C'est pas le rôle de l'école, c'est ça. Mais le rôle de l'école, c'est de permettre à tous les élèves, quelle que soit leur situation d'origine, quelle que soit leur situation sociale, d'avoir les mêmes chances de réussir. Et c'est, vous l'avez dit justement d'ailleurs, c'est ce pourquoi ce secrétariat d'État a été créé, pour lutter contre ces inégalités, pour transmettre les valeurs de la République. Et puis je rappelle que l'école, c'est un sanctuaire, nous y sommes attachés, et nous allons continuer à faire en sorte que l'école de la République, qui apporte tant à tous ses enfants, reste un sanctuaire, un lieu où l'on transmet les valeurs et où l'on apprend. Mais est-ce que c'est un lieu d'assimilation à la française? Oui ou non? Mais ça, ce sont les propos d'Éric Zemmour, ce ne sont pas les miens. L'école de la République, c'est l'école de l'égalité des chances. Voilà ma réponse. Bon, d'accord, donc pas d'assimilation. Ce sont les propos d'Éric Zemmour. Je laisse à Éric Zemmour ses propos extrémistes, outranciers si l'on a envie, etc. Pour nous, l'école de la République, c'est l'école de la chance, c'est l'école de la réussite, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, pour que l'on puisse avoir en main les clés, les armes pour réussir. Assimilation, c'est outrancier alors? Ce sont ses propos. Moi, je ne commande pas les propos d'Éric Zemmour, sinon vous allez m'inviter tous les jours, ce serait sympathique parce que j'aime beaucoup vous voir, Patrick Roger. Mais j'ai tant de choses à vous dire, autre chose à vous dire, que de commenter les propos d'Éric Zemmour. C'est un sujet important. Je pense que c'est un sujet important. Vous avez été élu au Conseil régional Île-de-France dans l'opposition à Valérie Pécresse. C'est la candidate, c'est elle qui donc a été désignée chez les Républicains. Elle s'envole dans un sondage. Alors évidemment, il faut prendre avec précaution ces sondages. Mais est-ce que c'est la candidate que vous redoutiez pour Emmanuel Macron? Alors, je peux vous parler de Valérie Pécresse parce que je la connais bien. Effectivement, au mois de juin dernier, j'ai été élue dans l'opposition, puisque la majorité présidentielle est dans l'opposition à Valérie Pécresse. Mais avant ça, j'ai été élue conseillère régionale en 2015. J'étais dans sa majorité. En 2017, j'ai été élue députée. Majorité présidentielle, je suis restée dans la majorité de Valérie Pécresse. Sans aucun problème, parce que Valérie Pécresse est Macron compatible. L'année dernière, avant d'être donc réélue, j'étais membre du gouvernement. J'étais la seule. D'ailleurs, il n'y a que moi qui puisse vous en parler de la sorte, parce qu'il n'y en a pas deux comme moi. J'étais membre du gouvernement, j'étais dans la majorité de Valérie Pécresse, j'ai voté le budget de la région sans aucune difficulté, parce que Valérie Pécresse est Macron compatible, elle est radicalement Macron compatible. Elle est comme vous alors? Mais bien évidemment, dites-moi ce qui différencie Valérie Pécresse d'Emmanuel Macron. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on vient de parler de l'école. Valérie Pécresse propose de remettre les fondamentaux au cœur de l'école. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. Je vous ai parlé, lire, écrire, compter, respecter autrui. Valérie Pécresse demande que l'on travaille vers l'autonomie des établissements. Que fait le président de la République avec le plan Marseille? Exactement la même chose. Valérie Pécresse dit on va exclure les élèves en grande difficulté et on va les mettre dans un... Alors elle proposait des centres de rétention scolaire. Finalement, elle dit non, en fait, on va les mettre dans des classes relais. Ça tombe bien parce qu'on en a des classes relais. Donc Valérie Pécresse, alors soit elle fait du copyright, et ça elle le fait de façon régulière. Par exemple, Valérie Pécresse nous parle de la famille, elle veut un grand plan pour la famille. En fait, elle oublie de dire que ces mesures, eh bien, ce sont les miennes, puisque j'ai sorti un rapport, donc il faudra que faites-moi penser à lui dédicacer le rapport. Voyez, donc soit elle fait du copyright, Valérie Pécresse, soit elle fait du 100% Macron compatible. Je vous dis, Valérie Pécresse, elle est radicalement Macron compatible. Par contre, elle a un énorme problème en interne. Parce que quand j'entends l'un de ses lieutenants dire sur un plateau de télévision que Éric Ciotti, c'est une sensibilité de la droite, juste comme ça. Bon, Éric Ciotti a dit si au second tour c'est Macron-Zemmour, j'appelle à voter Zemmour. Est-ce que c'est une sensibilité de la droite? Qu'est-ce qu'elle va faire de ça, Valérie Pécresse? Comment elle va faire avec ça? À part être obligée finalement de se droitiser pour exister, d'essayer de se faufiler dans un trou de souris. Comme vous avez géré. Vous étiez,
vous n'étiez pas forcément avec Emmanuel Macron. Attendez, on va quand même pas comparer Emmanuel Macron à Éric Zemmour ou à Éric Ciotti. D'accord. C'est pas ce que je dis là. Voilà. Je dis en fait que vous avez géré en fait aussi. Vous n'étiez pas. Attendez, Nathalie Elima, si vous faites toutes les questions et toutes les réponses, donc on n'a pas terminé. D'autant qu'on a fini en fait quasiment l'interview. Non, mais ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas une adversaire. Alors, c'est pas une véritable adversaire pour Emmanuel Macron. Valérie Pécresse ferait une excellente première ministre. Premier ministre, d'ailleurs, je crois qu'elle était, ça a été évoqué et que ça ne la dérangeait pas. Donc non, c'est une adversaire. Écoutez, elle a été désignée par les Républicains, donc maintenant elle est sur la ligne de départ avec d'autres. Mais j'aimerais pas être à sa place, très sincèrement. Moi, je pense que Valérie Pécresse ferait mieux de nous rejoindre. Ce serait plus utile pour la France parce qu'en face, on a un véritable danger. Ouais. Le danger, c'est Marine Le Pen, c'est Éric Zemmour ou encore Éric Ciotti qui dit qu'il appellerait à voter Éric Zemmour s'il y avait un duel Macron-Zemmour. Ça, c'est le danger. C'est un appel du pied. Merci Nathalie Elima, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et en charge de l'éducation prioritaire.